voilà, Adrien Petit va nous présenter ce que l'IA ne vous dira pas sur votre surface d'attaque. Voilà, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, merci. Bonjour, on m'entend bien, parfait. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis donc Adrien, l'un des 3 cofondateurs de la société Uncovery. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait chez Uncovery? Eh bien, on aide les organisations du secteur public, des ministères, des établissements de santé, et puis les sociétés du secteur privé, des ETI, des grandes entreprises, à maîtriser leur surface d'attaque externe, à maîtriser les actifs techniques qui sont exposés. Donc c'est tout ce qui est site web, serveur mail, base de données, etc. Et pour ce faire, on édite une solution SaaS de type EASM pour External Attack Surface Management. Elle est 100% automatisée et elle permet d'obtenir une haute visibilité sur les actifs qui sont exposés sur Internet et puis d'obtenir une évaluation en fait d'un point de vue risque de ces assets. Alors, vous le savez, les cyberattaques de ces derniers mois, de ces dernières années, montrent que l'exposition Internet est l'un des principaux vecteurs d'intrusion dans le système d'information des sociétés, des organisations. Et si vous demandez à une IA générative, quels sont ces points d'entrée qui sont regardés et scrutés par les attaquants, il y a de très fortes chances qu'elles vous disent, de manière assez classique, les services d'accès distant, les services de partage de fichiers, des bases de données, etc. Mais ces points d'entrée, c'est juste une partie de ce qui intéresse un attaquant. En fait, l'état de l'art de l'IA générative aujourd'hui, elle reste limitée sur ce sujet parce qu'elle se base sur des données publiques qui ne sont pas suffisamment qualitatives. Et on le sait, en cybersécurité, quand on cherche de la valeur ajoutée, ce n'est pas toujours accessible simplement parce que les chercheurs ne veulent pas toujours communiquer sur leurs travaux. Donc l'objectif dans les prochains slides, c'est de compléter cette grille de lecture en vous donnant un retour d'expérience opérationnel basé sur une expertise offensive, sur ces éléments qui sont méconnus ou parfois sous-estimés, mais s'ils sont pris pour cible par un attaquant, peuvent avoir des répercussions assez préjudiciables. Alors, je vais commencer par les environnements de pré-production. Une façon de procéder d'un attaquant quand il s'intéresse à une société, à une organisation, c'est notamment de partir du point le plus haut. Donc il va prendre un nom de domaine ou un TLD corporate dans certains cas. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est essayer de tirer la pelote. Donc après le nom de domaine, il va énumérer les sous-domaines, les IP, les ports, les services, etc. À partir de là, il va avoir un inventaire, une cartographie, et il va aller gratter ce qui lui semble intéressant à exploiter par la suite. Et en fait, pendant la phase d'énumération des sous-domaines, c'est assez facile et très rapide d'identifier des environnements de pré-production. Et là-dessus, sur nos utilisateurs, en fait, on a des mots-clés, des termes qui reviennent de manière assez récurrente. Il y en a une trentaine, une quarantaine. Bon, là, je vous ai mis les plus classiques, des tests, dev, staging, pré-prod. Alors pourquoi ces environnements de pré-production ils sont exposés sur Internet? C'est tout simplement pour des raisons de praticité. Parce que je veux faire des tests réalistes, j'ai des équipes qui sont un peu partout en France, je suis intégré avec des services externes, j'ai des déploiements, des mises à jour automatisées. Alors en point d'attention, en fait, le problème, c'est que ces environnements de pré-production, ils ne sont pas toujours stabilisés. Ou alors, ils n'ont pas le même niveau de sécurité que les environnements de production. Et donc ça génère forcément des risques d'un point de vue confidentialité, fuite d'informations, fuite de documents ou d'un point de vue sécurité, parce que forcément il y aura des faiblesses ou des vulnérabilités. Alors on retrouve, là je vous ai mis un exemple côté Uncovery, une bonne pratique. On peut exposer donc un environnement de pré-production, mais quelque chose qui est simple à mettre en place, c'est simplement une mire d'authentification avec du MFA ou du filtrage IP. Donc le problème, c'est quand ces sites web sont directement exposés, si l'attaquant il se retrouve devant une mire d'authentification, ce qu'il peut faire, c'est pivoter sur ce site web. Et ce qu'il peut tenter de faire, c'est de trouver en fait des fichiers dits des fichiers sensibles. Donc il va tester une word list là-dessus. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Les points config PHP ou webconfig. Ce qui est intéressant quand on les récupère, c'est que dedans, vous avez des mots de passe. Vous pouvez avoir des tokens, vous pouvez avoir des configurations de bases de données. Sur un README, alors pas un README de WordPress, un README d'une application qui a été développée en interne. Pareil, on peut retrouver des credentials. Et aussi, quand vous allez jusqu'en bas du document, souvent il est dit n'oubliez pas de supprimer ce fichier après l'avoir installé. Et enfin, des répertoires admin ou backend, tout simplement, on prend la main sur le site web. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve systématiquement, nous, sur nos utilisateurs.
Et un troisième point d'attention, je me trompe, c'est les outils de débugage. Donc PHP Debug Bar, alors c'est très bien pour, dans le développement quand on veut identifier des problèmes ou améliorer de la performance, mais pareil, quand on a directement accès à ça, ça fournit une mine d'informations super intéressante pour l'attaquant. Alors, au niveau des environnements de production, là-dessus, ce qu'un attaquant va aussi tester dans cette logique de wordlist, c'est des chemins d'accès par défaut. Donc il va tester sur plein de CMS, sur plein de types de frameworks, etc. Et nous, ce qu'on retrouve le plus, côté opérationnel, c'est surtout du WP Admin et aussi énormément de cPanel. Et d'ailleurs, je regardais la semaine dernière, c'était sur une plateforme de revente de Credential, Underground, et il y avait à peu près un quart des creds qui étaient revendus, c'était du cPanel, donc c'était à peu près 6000 comptes. Le reste, c'était des choses classiques, des accès webmail, il y avait du SMTP, un peu de RDP et du SSH. Alors, là-dessus, pareil en termes de bonnes pratiques, tout simplement changer le chemin par défaut ou bien s'assurer qu'on a du MFA par-dessus ou du filtrage IP. Alors, toujours sur les environnements de production. Ce que peut faire l'attaquant quand il a identifié une machine, quand il a une adresse IP, facilement, en fait, il peut aller scanner les 65 000 ports et regarder ce qu'il y a en termes de services web exposés. Alors, naturellement, sur du 80 ou 443, il va retrouver des choses légitimes, des sites vitrines, des sites transactionnels, des blogs. Mais dès qu'on fait du port forwarding, que les métiers mettent des services web ailleurs, là, je vous ai donné des exemples, par exemple, sur du GitLab ou des accès vers du VPN, sur des ports qui sont exotiques, l'attaquant, facilement, en fait, il pourra aussi l'identifier parce que, justement, il pourra faire les 65 000 ports. Et là, systématiquement, sur des périmètres, je dirais, de TI, de grands comptes, on retrouve systématiquement ce genre de choses. Et là-dessus, en fait, ce que va faire l'attaquant, c'est tout simplement tenter de s'authentifier. Donc, il a plusieurs approches. La première, c'est tenter les identifiants par défaut, enfin, en tout cas, admin 1, 2, 3, 4. Il peut brute forcer à partir d'un DICO ou d'une wordlist. Il peut même faire une campagne de phishing ou déployer un infostealer pour récupérer les bons creds. Ou comme je disais tout à l'heure, il peut directement aller en acheter auprès d'un broker pour aller les rejouer dessus. Alors pour compléter pareil les environnements de production, bon, je pense que vous l'aurez compris, hein, les applications web, ça reste les ressources les plus regardées par les attaquants, mais en fait ça s'explique de manière très logique. Quand on regarde le périmètre de nos utilisateurs, en moyenne 75-80% des services, enfin des actifs exposés, c'est du service web. Le reste, c'est du classique, de l'email, du partage de fichiers, de l'accès distant. Et donc comme sur les environnements de pré-production, on retrouve systématiquement sur les environnements de production des fichiers sensibles. Et là, pareil, en fait, il y a deux types d'informations qui va les récupérer. Donc, les fameux secrets, avec des mots de passe, des tokens, des clés privées. Et ce qu'il va chercher à faire, une fois de plus, c'est d'aller le rejouer sur les infrastructures qui sont exposées. Et même si vous passez par un prestataire que c'est externalisé, il y a quand même un risque, parce que l'attaquant va aller les rejouer dessus. Donc, il recherche des secrets, il va rechercher des informations techniques, il va rechercher des chemins, des comptes utilisateurs, des numéros de version. Pareil, pour mieux identifier les applications et derrière potentiellement exploiter des faiblesses, des vulnérabilités. Et là-dessus, pourquoi est-ce qu'en fait ça se retrouve exposé? C'est simplement en fait de par les métiers. C'est pas toujours bien géré, on oublie de supprimer un fichier ou alors on fait une mauvaise configuration. Donc ça, pareil, on retrouve systématiquement ce genre de fichiers sensibles exposés avec des informations à l'intérieur. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que je pense que c'est assez connu aussi. Donc tout ce qui est répertoire, il va chercher à y accéder. Et puis derrière, il aura accès à des informations type des bases de données qu'il pourra dumper, des fichiers de mots de passe, etc., des logs. Ça, on en retrouve quand même de moins en moins parce que je pense que c'est assez old school et les gens sont assez bien sensibilisés là-dessus. Mais on retrouve beaucoup plus de fichiers sensibles. Alors plus globalement, sur les environnements de pré-prod et prod, ce qu'il veut regarder aussi, c'est des actifs qui sont obsolètes. Et là-dessus, il y a quelques informations qui sont intéressantes pour lui. Alors pourquoi des actifs obsolètes? Parce que simplement, il suppose qu'ils ne seront plus maintenus, ils ne seront plus mis à jour, et forcément, il y aura des faiblesses ou des vulnérabilités. Et là-dessus, ce qu'on constate nous aussi, c'est par exemple, quand on veut identifier des actifs obsolètes et qu'il faudrait décommissionner, tout simplement, on parlait d'énumération des sous-domaines.
Là-dessus, vous regardez dès qu'il y a une année, en fait, 2000 et quelques, on suppose que voilà, ça n'a pas été décommissionné, on a toujours accès, il y a un service web, il y a des informations accessibles et potentiellement derrière, c'est pas à jour. Pareil, au niveau des pages web, on peut aller regarder ce qui se passe tout en bas, le fameux copyright. Alors, c'est pas grave si c'est 2003, on est en 2024, il faut le temps que côté communication, ça se mette à jour. Mais dès que vous avez un écart assez important, vous avez, je sais pas, dans les années 2010, 2015, 2016, on en voit de manière assez récurrente, c'est des choses qui sont oubliées, qui sont mises de côté et qui seront ciblées par un attaquant. En fait, l'attaquant, il a toujours cette logique. Je pourrais passer en front sur le site transactionnel, sur le site web Vitrim, mais ce qu'il veut, en fait, c'est simplement pivoter, enfin trouver un point d'accès sur le côté, rentrer dans le système d'information et pivoter en interne. Et puis pareil, on peut récupérer aussi des informations avec des dates antérieures pour savoir quand est-ce qu'on a fait les dernières modifications. Et enfin, quelque chose qui intéresse aussi un attaquant, c'est alors c'est très bien d'utiliser des CMS et des frameworks, ça permet de développer rapidement et efficacement des sites web, et c'est massivement adopté par les sociétés. Le problème, c'est que vu que c'est massivement adopté dans des groupes et par des filiales, chacun travaille un peu de son côté, de sa manière. Et en fait, ce que l'attaquant il va s'apercevoir, c'est s'il y a trop de choses différentes d'un point de vue CMS, et pour certains, on aura un numéro de version, d'autres on n'aura pas, il va se dire, bah, tiens, ça c'est un faisceau d'indices, il y a quelque chose qui ressort et ça m'intéresse, je vais aller creuser là-dessus. Donc là, l'idée, c'est plutôt en termes de bonnes pratiques, d'uniformiser, en tout cas de cacher les numéros de version, quand il y en a, ou alors d'uniformiser au maximum les types de CMS, de frameworks qui sont utilisés. Simplement derrière aussi dans un travail plutôt de veille sur les menaces, si on a besoin de patcher quelque chose, ça fait gagner pas mal de temps. Bon, les bonnes pratiques, je pense que je vous les ai rappelées au fur et à mesure, mais c'est finalement assez classique et pas trop compliqué à mettre en place. Donc dès que vous avez des choses exposées, on en parlait sur les environnements de pré-production, un système d'attente, du filtrage des accès, dès qu'il y a des mires d'attente en elles-mêmes, du MFA. Sur ces fichiers sensibles, bah, c'est vraiment vérifier ces configurations, s'assurer qu'on les a bien supprimées. L'arborescence web également. Décommissionner ces actifs obsolètes, cacher le numéro de version et enfin, comme je le disais juste avant, harmoniser les CMS, les frameworks. Alors si je reviens peut-être en 2 secondes sur ce sujet de l'IA, du côté Uncovery, en fait la réelle difficulté c'est d'obtenir un inventaire précis à jour sans faux positif. On a à peu près 6 ans de R&D là-dessus et l'IA nous a jamais vraiment aidé là-dedans. En tout cas pour faire un inventaire et même dégrossir tout ça, aujourd'hui l'IA n'est pas encore suffisamment au point ou intéressante pour que ce soit pertinent. Par contre, il y a des cas d'usage qui sont de plus en plus, qui commencent à pointer le bout de leur nez. On en parlait tout à l'heure, quand vous avez énormément d'assets, des milliers ou des dizaines de milliers. Si vous avez, je pense qu'on parlait au niveau des CMS, un numéro de version, enfin en tout cas quelque chose qui sort du lot, un faisceau d'indices assez particulier, là l'IA peut avoir des cas d'usage assez pertinents. Et bien, j'en ai terminé pour ma présentation. Sachez qu'on va sortir un white paper qui ira un peu plus loin sur justement toutes ces choses qu'on voit d'un point de vue opérationnel. Donc on va aborder, on reparlera de ça, mais on abordera d'autres choses. On devrait le sortir courant avril. Vous pouvez nous suivre donc, sur la page LinkedIn. Normalement, on devrait communiquer dessus. Je vous remercie.